Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Fifou. Je suis Grégoire, accompagné de William et Fabien. Salut. Salut. Bienvenue à tous pour notre 4e épisode. Je vous rappelle que le but de notre podcast Fifou est de parler de sujets divers et variés en croisant nos points de vue depuis 3 coins du monde. Fabien, quelle heure est-il à Sandrosé ? Il est 9h45 du soir, samedi soir. Ok, ici à Paris il est 6h45 du matin, dimanche matin. Et William, à Hong Kong ? Midi 45. Le premier sujet d'aujourd'hui est un essai qui est paru dans New York Magazine, un essai écrit par un journaliste qui s'est amusé à imaginer quelles pouvaient être les conséquences du... alors l'article s'appelle The Real Hacks, et il est c'est une fiction, c'est un article de fiction, mais malgré tout basé très fortement sur des faits réels, en tout cas sur une multitude de faits réels qui sont arrivés sur un laps de temps assez important, mais surtout aux 4 coins du monde, mais il imagine que tout se déroule dans la même journée à New York. Alors ça va aller ça démarre par des véhicules qui sont hackés et qui du coup font n'importe quoi, traversent des routes, se jettent dans les murs, et puis ensuite ça va beaucoup plus loin. Le second point, c'est dans les hôpitaux, puisqu'il y a les accidentés de la route qui arrivent dans les hôpitaux, et bien les hôpitaux sont à leur tour hackés. Ensuite ça va, le courant est coupé globalement, y compris dans le métro, les ascenseurs, l'eau, les banques, la bourse, le chauffage, on va même jusqu'à imaginer des pacemakers, enfin voilà, donc c'est assez apocalyptique, mais ça ne dure qu'un laps de temps, une journée à peu près. Voilà, j'ai résumé l'article un peu rapidement, l'article est un petit peu plus long, l'essai est un peu plus long. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir discuter de cette dépendance. Alors ce qui est derrière, forcément, c'est la dépendance à tout ça, mais je voulais juste, avant qu'on puisse en débattre, souligner le fait que j'ai été vraiment très très impressionné par le fait que tout ce qui a été choisi, alors la personne qui a écrit l'article, qui est paru le 13 juin dernier, a échangé avec beaucoup de spécialistes de la cybersécurité, et toutes les choses dont il parle ont déjà eu lieu, donc à moindre mesure peut-être, dans des lieux différents, pas le même jour, mais ça c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Voilà, Fabien, William, est-ce que vous avez, quelque chose qui vous a plus marqué qu'autre chose dans cet essai ? Alors je commencerai par les voitures, parce que c'est le thème du moment. Entre Tesla et Google Car, on sait que nos vies vont pas tarder à changer au niveau du transport, et que surtout on a un nombre de voitures impressionnant déjà en circulation, ça va pas s'arranger. Pouvoir prendre le contrôle d'une voiture, c'est potentiellement vraiment dangereux. J'ai ça en tête, et j'ai les barrages en tête, parce que les barrages c'est la même chose. Si on laisse un ordinateur contrôler les bidons, ça peut être potentiellement très dangereux. Et on sait quelque chose, c'est que on peut ajouter beaucoup de sécurité avec les technologies, mais c'est pas imperméable. Il y aura toujours quelqu'un qui arrivera à faire quelque chose. Je pense pas que le scénario de l'article soit possible. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent en même temps, et beaucoup trop de préparation pour pas qu'il y ait des agents de sécurité qui remarquent quelque chose. Mais les voitures, c'est vraiment possible. Ça me semble une vraie menace. Attends, William, tu dis que la voiture est possible, mais tout est possible. Dans l'article, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était mentionné, dans les notes de bas de page, il y avait le lien avec quelque chose qui était déjà arrivé. Donc tout est possible. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui permet, entre guillemets, de tuer des gens très rapidement et de façon plus simple. C'est-à-dire qu'il y a des... hacker le métro, c'est beaucoup plus compliqué que de hacker une voiture. Okay. D'ailleurs, la voiture, ils l'ont déjà fait. Une Tesla, si vous tapez sur YouTube, tu peux déjà trouver des gens qui ont posté une vidéo. Donc c'est plus direct. C'est quelque chose...
peux avoir un impact direct contre une voiture et tu peux faire avoir un accident. Alors, moi j'ajouterais en fait un point. En fait, ce qui est dénoncé derrière cet article-là et ce qui est potentiellement un tout petit peu extrapolé, mais pas tant que ça, c'est la connexion entre les différents réseaux. On s'entend qu'aujourd'hui, ce qu'on connaît tous directement, c'est le réseau Internet évidemment, qui relie potentiellement l'ensemble de nos machines PC, Mac, etc. Cela étant, ce qu'on a vu arriver depuis pas mal de temps, et on en a certainement entendu parler, nos auditeurs peut-être en ont entendu parler, ce qu'on appelle Internet of Things, donc l'Internet des objets, qui vient changer un petit peu la portée d'une attaque, d'une cyberattaque, qui en fait peut s'introduire d'un bout ou d'un autre. Je m'explique. Soit d'une attaque qui viendrait donc du réseau Internet, des Internets, et qui viendrait se propager au niveau du réseau des objets, donc l'Internet des objets, puisque l'ensemble de ces deux réseaux, de ces gros deux bulles-là, ont des frictions, ont des connexions, qui font qu'en fait, aujourd'hui, c'est un réseau de bout en bout qu'une attaque potentielle peut affecter. Je prends un exemple. Vous savez les gars, j'ai bossé pas mal dans les utilities, donc dans les utilités, ce qu'on appelle l'industrie des utilités, et plus particulièrement dans les utilités électriques, donc l'équivalent d'EDF, mais au Canada, qui était Hydro-Québec. Et vous savez, vous avez tous entendu parler des compteurs intelligents. Les compteurs intelligents sont un des composants de ce réseau de l'Internet des objets, puisqu'il est connecté à votre Internet, et il est capable donc de remonter des informations, etc. Aujourd'hui, ce compteur-là, la vision, c'est qu'on peut connecter aussi d'autres appareils et d'autres éléments de votre maison à ce compteur. Typiquement, votre frigo, votre chauffe-eau, etc. peut être connecté à celui-ci ça part dans mon sentiment, c'est pour surveiller la consommation, pas vous faire consommer trop et vous prévenir en cas de surconsommation afin que vous puissiez moduler vos appareils, moduler votre usage afin de réduire votre facture d'électricité. Ça, c'est le happy path, comme on dit en anglais, donc le scénario, je dirais, ensoleillé. Cela étant, il faut savoir que malheureusement, ça ouvre aussi la porte à des attaques qui, elles, peuvent se propager très rapidement. Je suis plus pessimiste que toi, Will, en disant que totalement, d'un réseau, quel qu'il soit, par exemple du réseau des compteurs intelligents, si on regarde un petit peu la construction, comment c'est fait, c'est un réseau, ce qu'on appelle un mesh network, c'est-à-dire que mon compteur communique avec le compteur de mon voisin, communique avec le compteur de mon autre voisin, et ça crée en fait un réseau. Et il se passe l'information pour remonter à ce qu'on appelle un routeur, puis un collecteur, et ce collecteur peut avoir en dessous de lui 3-4 000 compteurs. Imagine-toi maintenant que quelqu'un se rende physiquement à côté du collecteur et vienne l'attaquer. Alors à ce moment-là, il aura accès à 3 000, 4 000, 5 000 points de consommation d'un seul coup. Et puis potentiellement, via ça, si on imagine qu'une voiture est connectée en train de se faire recharger, une voiture donc électrique et potentiellement sans conducteur, comme tu l'as mentionné, eh bien on pourrait imaginer tout simplement que cette attaque puisse se propager et infecter l'ensemble des objets qui sont connectés au réseau électrique. Quand tu penses que le réseau électrique c'est quand même quelque chose qui finalement relie l'ensemble de tes objets, puisque toutes les power sources, tous les objets ont besoin de cette source, eh bien je pense qu'il y a certains points, mon point que je voulais mentionner, c'est qu'il y a certains points dans ce réseau géant de machines et d'objets, il y a certains points qui sont plus critiques que d'autres, parce que ce sont des points, je dirais, multimodales, en fait, des centres neuronaux qui sont critiques et qui sont des vecteurs de propagation de virus, tout simplement. Et donc, l'article le mentionne, explique un scénario catastrophe qui, aujourd'hui, je pense qu'en termes de sécurité, de cybersécurité, quand bien même on a fait beaucoup d'efforts, reste très ouvert parce que ce sont des attaques de grande envergure. Alors, je pense que effectivement, c'est pas délirant. En tout cas, quand je l'ai lu, je me suis dit waouh, effectivement, c'est un scénario catastrophe qui aujourd'hui devrait être considéré au même titre qu'un tremblement de terre ou quoi que ce soit. Enfin, franchement, c'est une magnitude très très forte de mon point de vue. Alors j'ai 2 points à souligner là-dessus. En fait, on se retrouve, comme pour l'armée et pour la guerre en général, c'est toujours une course entre la défense et l'attaque. Et j'ai un bon exemple pour ça. On sait qu'arrivent les ordinateurs quantiques. On a du mal à les utiliser, il n'y a que très peu d'algorithmes qui sont maintenant compatibles avec les ordinateurs quantiques. Mais Google, pour autant, a déjà commencé à préparer des sécurités, au cas où quelqu'un mettrait la main sur un ordinateur quantique.
Parce que, comme vous le savez, avec un ordinateur quantique, il n'y a plus de mot de passe possible, il n'y a plus de sécurité possible. Ouais, tout à fait. Si on peut expliquer aux gens qui nous écoutent un peu comment ça fonctionne, un mot de passe, ça fonctionne sur les nombres premiers. Ça utilise le fait que c'est très difficile pour un ordinateur de les calculer, et que donc, on peut mettre en place un système de mot de passe. Un ordinateur quantique, ça va tellement rapidement que les nombres premiers ne sont plus un problème. Exactement. Donc Google est déjà en train de travailler dessus. Donc en fait, c'est toujours une question d'anticiper. C'est-à-dire quand on met en place un système de sécurité, c'est qu'une question de temps. On avait un professeur quand on était à Centrale, tous les trois, qui nous avait expliqué ça, que c'était qu'une question de temps avant que quelqu'un arrive à pénétrer un réseau. Donc c'est une question de toujours innover dans la défense. Et la seule chose qui change aujourd'hui, c'est l'ampleur des dégâts. Oui, tout à fait. Et comme le souligne l'article, ça peut aller très probablement jusqu'à nos foyers, jusqu'à absolument votre maison, sans aucun problème, et penser à tous les objets connectés, ne serait-ce que même votre webcam, enfin l'ensemble des éléments, on peut aller très très loin. Hein. Et d'ailleurs, d'un point de vue peut-être plus vidéoludique, vous avez certainement entendu parler du jeu Watch Dogs, qui est basé là-dessus en fait, qui est totalement basé sur ça, sur la possibilité en fait, tout le plot de l'histoire, c'est le personnage principal trouve un téléphone et ce téléphone est capable de hacker n'importe quel réseau. Et à partir de ce moment-là, le mec s'amuse à hacker l'ensemble de la ville, de la ville et du système de ville connecté qui s'appelle, je crois que c'est un truc comme Skynet ou un truc du genre. Enfin, bref, et donc il est capable d'accéder à n'importe quel flux vidéo de Skype, n'importe quelle vidéo de sécurité, le réseau routier, tout ce qui est gestion du trafic, des feux de signalisation par exemple, il est capable d'accéder à ça. Enfin bref, et ça c'est réel en ce sens où effectivement il y a ces réseaux-là qui sont disponibles aujourd'hui, enfin qui sont créés. Ça se passe un tout petit peu dans le futur, mais quelques années dans le futur, et c'est un futur où tout est effectivement tout est connecté. Mais c'est pas délirant, c'est-à-dire c'est un futur très probable. Absolument. Et quand Fabien, tu disais qu'il trouvait un téléphone, il le trouve comment ce téléphone ? Alors c'est un peu bateau, de ce que je me souviens, je pense que il le trouve dans un bar parce que c'est un mec, il me semble que c'est un téléphone expérimental. Je sais même pas s'il l'explique en fait, attends. Je sais qu'il l'a, ou alors peut-être, je me souviens plus exactement, soit il en dispose parce que c'est un super hacker, ou soit il le trouve, juste, c'est un téléphone concept, tu sais, genre... oublié dans un bar. Ouais, voilà, mais ça s'est déjà passé, ça c'est vrai. Mais alors voilà, justement, là-dessus, dans l'article, enfin dans l'essai du New York Magazine, il donnait une info, c'est que pour hacker, je sais plus quelle était la chose, je crois que c'était le réseau d'eau, ils sont rentrés grâce à des clés USB qui étaient infectées, et en fait, ils ont laissé traîner des clés USB, et il y a une étude qui est parue, donc ça c'est la partie fictive, enfin de l'essai, mais dans les notes de bas de page, ils expliquent la technique de la clé USB, et ils disent qu'une étude a montré récemment qu'une clé USB qui était laissée par terre ou quelque part, 50% des gens la branchaient chez eux ou au bureau, de manière à pouvoir regarder ce qu'il y avait dessus. Et tu vois, c'est la réalité, quoi. Donc ça, je trouve ça intéressant. Ça m'est arrivé il y a quelques mois ici en Californie. Je suis tombé en plein centre-ville. Je marchais et j'ai vu une clé RSA par terre. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une clé RSA. Vous savez, c'est cette clé qui génère des numéros automatiquement pour se connecter à un réseau sécurité d'entreprise. Un VPN, oui. Bon, bah ça, exactement. Je n'étais pas capable de remonter jusqu'à quel système, etc. Mais ce sont des breaches de sécurité qui sont des brèches de sécurité qui sont terribles, quoi. Vous savez qu'au niveau des disques durs, c'est le cas pour beaucoup de matériel électronique en Chine, les groupes américains ont un choix, c'est-à-dire soit le gouvernement chinois a accès à tout, à des backdoors, et peut tout contrôler, soit ils n'ont pas le droit de les vendre en Chine. Et une des raisons invoquées, c'est qu'ils ont peur que des gouvernements étrangers cherchent à répandre des softwares forcément. partout en Chine. Je voulais simplement juste parler de 2-3 petites choses. En plus, dans cet essai, Fabien, on en a discuté hors antenne, de toute la partie rançon qui est demandée. Derrière ce hack, ces hacks, il y en a qui sont
plus pour prouver que les systèmes sont pas infaillibles. Ça, c'est plutôt la partie gentille des hacks. Faites attention, renforcez votre sécurité là-dessus. La partie moins sympa, c'est celle où ils demandent des rançons, et ça, ça a déjà été fait. Un chiffre était donné, enfin 2 chiffres. En 2015, 25 millions de dollars auraient été payés en rançon. En 2016, donc sur toute l'année 2015, 25 millions. En 2016, on est au mois de juillet, donc je pense qu'au mois de juin, c'était déjà 200 millions de dollars qui avaient été versés pour des rançons suite à les attaques, des cyberattaques. Donc si on reprend juste, donc ça s'appelle le ransomware, qui est en fait, juste pour expliquer en 2 mots quel est le principe, c'est il se déploie sur un réseau, là dans l'exemple, et ce qui a été fait vraiment en vrai, c'est souvent sur les réseaux hospitaliers, donc beaucoup de personnes, c'est une question de vie ou de mort, c'est-à-dire que le réseau est complètement paralysé dans l'hôpital, et les hackers contactent le service tech de l'hôpital en disant voilà, si vous voulez récupérer votre système, on veut tant d'argent. Et ça c'est dingue, parce que non seulement en plus durant ce hack là ils vont choper des informations ultra confidentielles, vous imaginez, donc voilà, le numéro de dossier, le numéro de sécurité sociale, antécédents, etc. Donc ce qu'ils disaient, c'est qu'en plus de ça ils le paralysent, ils endommagent le système et endommagent les données, et au-delà de ça ils demandent une rançon pour pouvoir réaccéder au système. Donc quand vous allez dans un hôpital super moderne et vous dites ah voilà la techno super, ils ont un suivi de mon dossier super cool, etc. Bah ça vient toujours avec un contre-coup qui est malheureusement le contre-coup du hack et de ce ransomware qui, comme tu l'as dit, prend des ampleurs phénoménales en termes de succès, je dirais, d'attaque, puisque dans la plupart des cas, en fait, malheureusement, les établissements payent parce que c'est une question de vie ou de mort. Je terminerai là-dessus, mais nous, on nous a recommandé d'acheter des bitcoins. Ça, les ransoms, ça se fait que en bitcoins, quasiment. On nous a recommandé d'en acheter au cas où ça arrive, pour pouvoir récupérer plus rapidement nos données, pour pouvoir continuer l'activité. Donc on en arrive là. C'est ouf. D'accord. C'est Pour conclure sur cet essai que je vous invite à lire, on vous mettra le lien dans la description, qui fait quelques pages, c'est assez plausible, et même si c'est un peu délirant. Les conclusions de cet essai sont les suivantes. Seulement quelques personnes décèdent dans l'attaque, notamment au début avec les accidents de voiture, mais l'impact dans la ville de New York est quand même très fort. Malgré le fait qu'aucun immeuble n'a été détruit, il n'y a pas de bombe qui a explosé, il n'y a pas d'argent qui a été volé, alors plus ou moins en tout cas dans cet essai, mais le fait que ça puisse se refaire à n'importe quel moment, et puis ça peut bloquer. Alors c'est pas très grave d'être bloqué dans le métro, mais à titre d'info, en 2003 lors du blackout, 400 000 passagers ont été bloqués, 413 trains ont été concernés, ils ont mis 3 heures à évacuer, et le système s'est reparti au bout de 36 heures. Voilà, être bloqué 3 heures dans un tunnel sans savoir pourquoi, sans savoir quelle est la cause, ça peut quand même marquer les esprits. Donc voilà, attention à tout ça, et n'hésitez pas à lire cet essai. Alors, le deuxième sujet, c'est le mien. C'est IBM qui a réussi à synthétiser des molécules pour combattre tout type de virus. Que ce soit les virus comme l'herpès, qui est un des virus les plus difficiles à se débarrasser, aujourd'hui on en est incapable, ou des virus dangereux comme l'Ebola, il semblerait qu'ils arrivent à arriver avec une molécule qui peut empêcher ces virus-là de s'étendre et de se multiplier. Alors ça fonctionne de 3 façons différentes. L'un, c'est grâce aux charges électriques, positives ou négatives. Ils arriveront justement à se coller à ces molécules, à ces virus-là, et donc à les empêcher d'avoir une interaction avec les autres. Une deuxième arme, entre guillemets, c'est de s'attaquer à l'acidité des cellules infectées, qui empêche la réplication. Et la troisième façon de fonctionner, c'est un peu plus technique, ça fait appel à un sucre, le mannose. En gros, on va se lier aux autres molécules, saines cette fois-ci, et ça va attirer les molécules qui sont, elles, déjà infectées, les cellules déjà infectées, de façon à pouvoir les combattre plus efficacement. Donc c'est assez incroyable, on l'appelle, je ne sais plus exactement le nom, mais je crois qu'il l'appelle le boulet. Magic Bullet, la balle magique. Ouais, Magic Bullet. Voilà. Et alors on en est au tout début, mais ça promet vraiment un système très efficace.
Surtout, ça arrive à un moment donné où on commence à avoir des virus ultra résistants et on commence à s'inquiéter à cause de ça, parce qu'on n'a pas de façon de les combattre. Et là, ça viendrait justement apporter une solution à ça. Moi, ce que j'ai bien aimé dans cet article, qui est un article publié dans Courrier International le 13 mai dernier, c'est le fait que déjà ce soit IBM qui ait mis ça au point. Ça fait écho un petit peu à ce qu'on s'était dit dans d'autres émissions. Et puis j'aime bien le fait que pour y arriver, ils aient attaqué le problème par un autre côté. C'est-à-dire qu'il y a une phrase que j'aime bien, c'est au lieu d'étudier l'ADN ou l'ARN des virus, comme le font de nombreux biologistes, les chercheurs se sont intéressés à ce qui ne change pas quand un virus subit des mutations. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, et je trouve ça vraiment passionnant, le fait qu'ils puissent développer quelque chose comme ça, une grosse molécule, en attaquant par l'autre côté du problème. Ça, j'ai trouvé ça vraiment, c'est un peu... Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Absolument. L'autre point que j'ai bien aimé, et puis ensuite, Fabien, je te laisserai parler, c'est que les détails de l'étude ont été publiés en ligne depuis le 17 mars. Donc ça fait écho à ce qu'on s'était dit la dernière fois. Le fait que c'était pas un truc fermé et qu'ils avaient publié l'ensemble de l'étude publiquement. Donc ça, c'est un très bon point et je ne peux qu'approuver. Absolument. Totalement d'accord avec l'ensemble des points que tu as abordés. Et puis, rappelons aussi juste le principe en lui-même. Donc, pourquoi ils ont été capables de trouver ça ? Tout simplement par la puissance de calcul et les nouvelles méthodes utilisées aussi du côté d'IBM, des méthodes notamment de deep learning, comme certains ont certainement entendu le nom de cette technique, qui fait partie de la plus grande famille qu'on appelle la famille des algorithmes du machine learning. Donc, typiquement, c'est utiliser l'intelligence artificielle à des biens de traitement d'informations en nombre, en masse en fait, des très grands nombres d'informations, et de catégoriser, de recouper l'information, et puis d'être capable de trouver finalement des séquences là en l'occurrence avec certainement des informations sur les virus, avec des informations sur la façon de multiplication d'un virus, etc. Être capable aussi d'utiliser les machines afin de trouver soit des séquences ADN, soit des traitements, soit des composantes chimiques pour des nouveaux médicaments que simplement les médecins n'auraient pas pensé, parce que quand bien même ce sont des très bons médecins, d'avoir une vision d'ensemble de tout ce qui a été publié et de voir finalement où est le chaînon manquant, qu'est-ce qu'on n'a pas essayé en fait, c'est très difficile finalement. Et donc du coup aujourd'hui on voit que ces techniques-là permettent notamment d'innover en matière de recherche, et puis de trouver des silver bullets là, comme ça, ou des magic bullets qui sont très utiles pour la science évidemment. Et au-delà de ça, très ouvert aussi, comme tu l'as dit, donc ça n'a pas été sous couvert d'un brevet ou quoi que ce soit, et donc du coup ça permet je pense à la recherche d'avancer encore plus vite. Ça fait également écho à ce qu'on disait la dernière fois, de ce pouvoir de recherche. La médecine en général est en train de passer entre les mains non plus de médecins, mais de l'informatique, de l'intelligence artificielle notamment. Parce qu'on l'a dit la dernière fois, un cerveau humain a du mal à faire le résumé de toutes ces informations, il y a trop d'informations, notamment dans l'ADN, etc. Un ordinateur, lui, peut gérer autant d'informations. Encore une fois, ça va dans le sens de ce dont on parlait la dernière fois, donc du transhumanisme, entre guillemets. Ouais. Bon, même si avec un petit bémol, c'est que effectivement, l'informatique a été... ça fait très longtemps que déjà, je pense que ce barrage a été passé avec notamment tout ce qui était imagerie, etc. Mais effectivement, en termes de recherche pure, c'est vraiment une césure qui se passe là, avec notamment les nouvelles technologies de deep learning, d'intelligence artificielle, qui, je le rappelle, quel est le point qui a changé aujourd'hui, c'est qu'elles sont devenues beaucoup plus abordables, beaucoup plus rapides à mettre en place et beaucoup plus accessibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des fournisseurs de ce type de service-là qui sont sur le marché, sur lequel vous n'avez absolument pas besoin de développer toute une infrastructure ou des algorithmes pour le faire. Vous uploadez l'ensemble des informations nécessaires dans un serveur sécurisé, et eux vont faire le traitement. Et c'est incroyable, vous avez aucune idée du nombre de boîtes qui se sont montées, des startups, etc., qui proposent différents types de calculs. Une d'entre elles, notamment, s'est spécialisée dans les calculs utilisant les Graphic Process Unit, donc tout ce qui est GPU. Donc, c'est très compliqué. Aujourd'hui, un GPU, en fait, est capable de faire des calculs tridimensionnels qui sont
très efficient, mais c'est très compliqué de combiner plusieurs GPU ensemble. Tous les gamers qui nous écoutent et qui ont essayé de faire du SLI savent à quel point parfois le SLI, ça, donc deux cartes graphiques ensemble qui vont essayer de traiter une image, parfois c'est pas optimal, ou en tout cas les développeurs de jeux n'arrivent pas très bien à le faire, c'est toute une science. Encore 2, on y arrive à peu près, à partir de 3, ça devient compliqué. Et là, imaginez, donc il y a des boîtes qui sont capables de répartir le calcul sur une centaine de GPU très très puissants, et donc de proposer de nouveaux types de calculs. Donc finalement, aujourd'hui, on a une base de calcul comme ça, couplée à un cloud system, donc vraiment un service en ligne très, sur la base de services finalement, sur lequel on n'a même pas besoin, les instituts médicaux ou même les instituts de recherche n'ont pas spécialement l'argent pour développer une infrastructure technique, et même les compétences tout simplement. Donc là, c'est un élément, je dirais, crucial pour justement que cette révolution se passe, notamment en termes d'utilisation de l'intelligence artificielle dans la médecine. Donc c'est encore une fois une des conséquences de tout ce dont vous parlez dans les épisodes précédents et de l'arrivée de ces nouvelles technologies. Mais ça va être assez incroyable, je crois, dans les années qui viennent. Si on parle du sida également, on se demande si on va pouvoir résoudre le problème du sida. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Alors maintenant, on passe au troisième sujet, donc un sujet, je dirais, un petit peu plus léger. Pas de cyberattaque, pas de molécules, mais bien d'un sujet intéressant donc, qui concerne ce qu'on appelle la gamification, ou ludification en français, de l'enseignement. Alors, je cite notamment un article paru dans The Wall Street Journal, qui en fait parle de l'utilisation d'un jeu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelle Civilization. C'est un jeu relativement ancien, en fait, tout simplement. Je regarde sur mon moniteur de contrôle, et effectivement, je vois que ce jeu est sorti en 1991, donc la première itération de ce jeu-là, donc Civilization, qui a donc été créé par Cy Meyer. Et l'idée, c'est que donc, ce jeu, qui est un jeu de type 4X, ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un jeu de type 4X, pourquoi on l'appelle 4X, ça veut dire les X correspondent à Explore, Expand, Exploit et Exterminate. Donc l'idée, c'est un gros jeu de stratégie dans le fond, où on mène un empire et on construit, on gère ses ressources, on gère les aspects culturels, militaires, économiques, politiques de cet empire-là que l'on construit. Religieux également. Religieux, effectivement. Et donc, il y a toute une dimension, et donc la particularité de Civilisation, c'est qu'on part de l'âge de pierre et qu'on doit arriver, c'est la première civilisation à marcher sur la Lune, à envoyer une équipe sur la Lune. Donc en fait, c'est cette période de temps-là. Et finalement, donc le studio qui a publié Civilization, donc c'est Take-Two Interactive. Bon, c'était pas celui-ci originellement parlant, mais ils l'ont racheté il y a peu de temps. Et Take-Two en fait a décidé de le rendre, de créer un partnership, donc un partenariat avec un laboratoire qui va prendre le jeu et qui va le transformer en version éducation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les élèves vont pouvoir utiliser ce jeu-là dans des classes. Alors, il mentionne 6 and 7 grade aux États-Unis, donc c'est des enfants de 10 à 13 ans, en gros. Et donc, ce jeu-là va inculquer finalement justement l'implication de certains choix, de même que l'histoire en tant que telle. Pourquoi l'histoire s'est passée de cette façon-là, avec la reconstruction de faits historiques à travers un jeu. Donc voilà, ça c'est la ludification finalement de l'enseignement. Alors il y a d'autres initiatives qui ont été lancées, notamment l'une avec Minecraft, que vous connaissez peut-être, créée par Mojang, et qui en gros, donc il y a une version Minecraft Edu, qui finalement va proposer à des joueurs pareil, des étudiants de se connecter. On peut se connecter jusqu'à 30 étudiants dans cette application de jeu, et apprendre à travers le jeu, alors, à agir en équipe, à la construction en équipe, à la collaboration. J'ai vu également des exercices de physique-chimie, de technologie, etc. Utilisant le jeu. Donc voilà les gars, moi j'apporte ça autour de la table en tant
en essayant d'avoir votre opinion sur qu'est-ce que vous pensez finalement de tourner l'éducation, et c'est pas nouveau je sais, mais de manière ludique à ce point, c'est-à-dire vraiment d'aller jusqu'à la frontière entre le divertissement et d'amener finalement le divertissement au sein de la classe pour capter, je dirais, l'intérêt des étudiants. Alors, il y a deux aspects à ça. L'école nous apporte deux choses. Quand on va à l'école, on veut, de un, apprendre des connaissances. Et de deux, ça sert également à apprendre à mobiliser son esprit, même quand on n'en a pas envie. C'est-à-dire que l'école, elle nous prépare au travail, elle prépare à la vie adulte. Et au travail, on ne va pas toujours avoir des choses qu'on aime bien faire. Il y a un moment donné où il faut être capable, la capacité à se mobiliser pour faire des choses qui ne nous plaisent pas forcément, elle est très très importante. Pour l'aspect apprendre des connaissances tout court, oui, c'est génial. C'est vraiment génial. Je crois que c'est... J'ai rien lu de spécifique là-dessus, mais ça me semble assez évident que quand on aime bien quelque chose, on l'apprend instantanément. Je me rappelle, quand j'étais petit, mon frère m'avait dit quelque chose. Il trouvait ça incroyable quand quelques jours, j'avais appris le nom des 101 Pokémon quand c'était sorti à l'époque. J'étais en école primaire, c'était assez incroyable. Ouais, c'est clair. Et il me disait, mais comment ça se fait que tu arrives à apprendre ça en 2 jours alors que tu n'apprends pas tes leçons? Et c'est vrai. Fabien et moi, par exemple, on a beaucoup joué à un jeu qui s'appelait Europa Universalis, qui est pas loin en fait de Civilisation. C'est-à-dire, c'est un jeu extrêmement complexe. Il faut gérer tous les aspects d'un empire. C'est vraiment très complexe. On a dû recommencer un nombre de fois incroyable la partie parce qu'on était incapable au début de gérer tous les aspects. Et c'est vraiment pour apprendre, c'est important. Mais aujourd'hui, je connais sur 300 ans à peu près la majorité des drapeaux d'Europe. Ouais. Non, et j'ai appris énormément en jouant avec toi. Tu m'en as appris énormément aussi sur les mouvements de population, sur les conquêtes, etc. qui se sont passées. Ton père étant prof d'histoire G, t'en avais... Et ma grand-mère aussi était prof d'histoire G, ça remonte dans la famille. Exactement, donc tu as pu me fider là-dessus. Mais c'est vrai que tu as totalement raison. J'ajouterais juste un petit détail, et je suis totalement d'accord avec toi. La médiation à l'effort est très dangereuse, je trouve. Ce qu'on appelle la médiation à l'effort, c'est-à-dire d'atténuer considérablement l'effort. Et on l'a déjà, regarde. Aujourd'hui, le nombre de personnes qui checkent Google, alors qu'avant, nous, voilà. Greg, moi, et même, je sais pas si, bon, toi, tu as un an de différence encore, je sais pas si, mais à l'époque, on ouvrait un dictionnaire, voilà, quoi, et puis il fallait chercher le mot, etc., quoi, tu vois, il fallait qu'on se démerde. Je crois qu'on a connu cette transition, c'est-à-dire que moi, je pense qu'au collège, on le faisait pas. Au collège, j'avais pas Internet. Mais, arrivé au lycée, j'ai vu cette transition-là où effectivement, ça devenait plus simple d'aller sur Internet que de chercher. Absolument. Mais tu sais, mon père se plaint d'une chose, et je crois que c'est assez vrai. Et je crois que beaucoup de monde se plaint de ça. C'est que maintenant, on n'arrive plus à se mobiliser pour le travail. Il y a des étudiants qui n'arrivent pas à se mobiliser en classe, qui n'arrivent pas à mobiliser leur esprit pour essayer d'apprendre quelque chose, pour essayer d'avoir une réflexion, ou quelque chose si ça leur plaît pas, etc. Il y a ce risque-là, effectivement, que tout soit servi sur un plateau. Et qu'arriver dans le monde du travail, c'est pas possible de trouver un job qui te plaise à 100%. Même quand tu travailles dans un sujet qui est ta passion, tu vas quand même avoir des moments où c'est chiant, c'est pas ce que tu as envie de faire. Donc il faut que tu aies... l'école nous apprend aussi à mobiliser notre esprit. Alors je trouve qu'il y a peut-être une balance à avoir, c'est-à-dire que oui, aider à apprendre des connaissances avec du jeu, c'est très bien. Je crois que c'est très bien, notamment pour des activités périscolaires, entre guillemets, j'ai envie de dire. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Mais l'école doit quand même avoir un nombre important d'heures par jour où on doit apprendre à mobiliser. On ne devient pas bon du jour au lendemain. Ça demande des années et des années à apprendre à mobiliser son esprit pour les choses qu'on n'aime pas, pour être capable plus tard de le faire sans souci. Absolument. Greg, toi, finalement, de l'équipe, tu es le seul à avoir des enfants, on peut le dire. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir voilà, je sais que bon, ils sont très jeunes, mais tu vas être en plein dedans, tu vas le voir complètement. Puis toi, ça va être un choc de génération, c'est clair. C'est sûr et certain. Tu sais, quand je me suis toujours plaint que mes parents ou mes grands-parents disait moi de ma génération j'avais pas ça, moi à ton âge j'avais pas d'eau chaude machin, et puis ensuite à ton âge moi j'avais pas de téléphone, mais aujourd'hui, enfin moi c'est sûr que je vais être dedans, et je vois déjà me dire à mon fils qui a même pas 3 ans, mais attends, tu sais te servir d'un téléphone, moi à ton âge je savais même pas ce que c'était, quoi. Donc tu vois, c'est en train de venir. Et effectivement, je peux vous raconter une anecdote sur ça. Il va rentrer à l'école en septembre. Forcément se pose la question de la propreté.
on n'est pas trop stressé, enfin on n'était pas trop, maintenant c'est bon, il est quasiment propre, donc c'est parfait, mais au moment où il y a quelques mois, on n'était pas trop stressé, on lui a pas mis la pression, quoi que ce soit, mais bon, on se demandait quand même comment ça allait venir, comment ça allait arriver, donc on s'était un peu équipé, le pot, tu vois, on lui en parlait, mais on voulait pas non plus lui mettre trop la pression, on voulait pas lui dire si tu ne viens pas, si tu vas pas aux toilettes, tu pourras pas aller à l'école, tu vois, ce genre de choses un peu traumatisantes, et du coup j'ai lu quelques petites choses sur internet, ou dans des bouquins, ou on a eu des bouquins quand ils sont nés, enfin quand il est né, donc voilà, j'ai commencé un petit peu à lire tout ça, et ma femme a regardé une émission sur internet, sur la télé, et il y avait un pédopsychiatre qui a dit mais les livres, les techniques, tout ça c'est du passé, il faut aujourd'hui ce qui marche c'est les applications sur téléphone ou sur tablette, et quand elle m'a raconté ça, je me suis dit mais comment est-ce que moi qui suis quand même un peu geek, je n'ai même pas imaginé une seule seconde qu'il pouvait y avoir des applications. Je vais dans le Play Store, je regarde, je tape toilette enfant, il y avait des milliards d'applis, je télécharge la première. Mon fils a joué à ça, c'est un truc mais tellement con. T'as un gamin, il dit j'ai soif, ou il dit j'ai faim, donc tu lui donnes à boire ou à manger. Puis au bout de quelques secondes, il dit faut que j'aille aux toilettes. Tu peux le laisser un peu attendre, et puis à un moment, quand tu appuies sur les toilettes, hop, les toilettes apparaissent. Et là, tu dois cliquer sur les toilettes, il va dessus, il doit se nettoyer, après il doit laver les mains. Et en plus, c'est un peu con parce que quand il lave les mains, il y a une voix qui dit attention, ne laisse pas trop couler l'eau. Et voilà, il y a joué, il peut y jouer. Si je reprends pas le téléphone, il peut y jouer une demi-heure. Le truc dure à peu près 1 minute, d'accord ? Donc il peut faire 30 parties de suite. Il n'y a rien. Hein. Alors soit une fois c'est à boire, une fois c'est à manger, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de variations. Mais quelques jours après, quelques heures plus tard, il est allé aux toilettes, parce qu'on était déjà un peu dedans. Hein. Et en ressortant, je lui dis allez c'est bon, tu peux aller jouer. Il dit non papa, je me suis pas lavé les mains. Et c'est un truc de fou. Tu vois, c'est un truc de fou. Et là, on est en plein dedans. Alors là, je te parle d'un truc aussi simple que ça, et puis il est tellement petit. Tu vois, 2 ans et demi, on n'est pas dans le jeu pour plus tard, mais voilà, c'est sûr que quand c'est ludique, c'est excellent. Tu vois, moi j'ai beau lui dire, alors en plus, je suis pas quelqu'un de méchant, tu vois, je l'ai pas forcé, on l'a pas choqué, mais tu peux quand même. Le jeu a apporté ce que nous on n'a pas pu apporter, et le fait de voir quelqu'un, c'est comme un jour il a pris une trottinette, ça marchait pas très bien, il n'y arrivait pas trop, je lui ai montré, je me suis mis à sa place, je lui ai montré, enfin tu vois, j'ai fait tout ce que j'ai pu, ça a pas pris. Il a vu un gamin de son âge, un petit peu plus grand, passer devant lui avec une trottinette, mais il a eu le déclic. C'est sûr que le fait de montrer, le fait de passer par quelque chose de ludique, ça rentre plus facilement. Nous, on est pareil. Entre lire un bouquin, j'exagère un peu, mais entre lire un bouquin et regarder une vidéo sur YouTube, tu vois, il n'y a pas photo. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, il y a un auteur et un physicien qui s'appelle Étienne Klein, je ne sais pas si vous connaissez, très connu, français, qui est extraordinaire, que mon maître à penser, typiquement. Et il décrivait ce principe-là, c'est qu'aujourd'hui, il est prof, à Centrale d'ailleurs. Et c'est dommage les mecs, parce qu'on ne l'a pas vu alors qu'on était là-bas, et c'est un gars extraordinaire. Et il disait, voilà, aujourd'hui, je suis confronté à ce problème-là, les gamins, enfin les étudiants, même les étudiants, là, tu vois, il enseigne à Centrale, il fait de la prépa, il fait machin et tout, donc ouf, les mecs, ils n'arrivent pas à lire. C'est vidéo ou autre, mais c'est plus possible. Il y a un désintéressement total à un bouquin qui est austère, mais il disait un truc intéressant, qui est que tu peux pas passer une page. Si tu veux, tu es obligé de lire tout. C'est un bout en bout. Alors qu'aujourd'hui, une vidéo, il y a toujours ce moyen de passer un peu, d'être vraiment en contrôle du flux sur lequel tu es exposé. J'ai quand même une réflexion à faire là-dessus. C'est que je le vois en politique notamment, quand on regarde des infos à la télé, entre un format court et un format long, il y a des idées que tu ne peux pas expliquer en format court. Les vidéos et tout ça, ça marche très très bien pour du format court, les jeux, etc. Mais voilà, si tu parles ça va être le cas en sciences, ça va être le cas en politique. Moi, je le vois en politique. Hein. Un article à télé qui dure 2 minutes, tu vas en tirer une certaine opinion, alors que tu vas lire le même sujet, alors que la personne avait voulu dire la même chose
dans un article de journal dans Le Monde ou quelque chose où ça fait quelques pages, tu vas avoir une opinion complètement différente parce qu'il y a des idées pour les comprendre. Il faut, voilà, c'est des sujets longs et ça se prête bien à la lecture et pas au format vidéo. Absolument. En tout cas, je trouve ça très intéressant d'avoir l'ensemble des points de vue, un point de vue gamer qu'on a proposé, le point de vue parent que tu as proposé aussi. Moi, j'ai hâte de voir finalement si en commençant comme ça, il a 3 ans, et donc de proposer finalement ces vecteurs-là comme outils d'éducation qui sont très efficaces. Est-ce que par la suite, il va attendre de cela, et la question est oui, certainement, il va attendre cette même rapidité d'ingestion, je dirais, de connaissances pour d'autres éléments. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à l'école, après, voilà, les maths, etc., est-ce qu'il ne faudrait pas passer par des apps comme ça, si on a des résultats positifs, moi je suis pas contre dans le fond, tu vois ce que je veux dire, c'est juste si les gars finalement ils veulent plus bosser du tout, quoi, ils veulent plus se lever le matin, etc. Ça, mais si ça a des effets si positifs que ça, parce que là tu l'as dit, hein, c'est très simple, ça peut être, moi ce qu'on peut conclure là-dessus, c'est que ça peut être périscolaire dans le fond, tu vois, un truc à il y a une balance à trouver. Ouais, exactement, mais voilà, périscolaire en complément qui n'est pas, t'as pas l'impression de travailler et pourtant tu t'acquiers des mécanismes, une connaissance par le jeu, mais voilà, tu gardes quand même cet effort un peu laborieux. Laborieux, c'est ce que ça veut dire finalement, c'est passer par un effort afin de s'inculquer aussi cette rigueur. Cette mobilisation de l'esprit, c'est absolument, absolument. Merci à vous de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été comme nous passionnés par ces sujets, le grand hack, la grosse molécule et puis la ludification de l'enseignement. Si vous avez des remarques, des questions, des reproches, n'hésitez pas à commenter et à réagir. N'hésitez pas non plus à nous soumettre d'autres articles en commentaire. Et puis nous vous donnons rendez-vous prochainement pour le prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci à vous. Ciao. Ciao. Ciao.